En Ukraine, le front où les Russes ont le plus progressé se trouve dans le sud, autour de la mer d'Azov. Les villes moyennes Melitopol et Berdiansk sont déjà tombées aux mains des Russes et au moment où j'enregistre cette vidéo, Mariupol est assiégée et constamment attaquée. En conquérant toute cette bande littorale, la mainmise des Russes sur la mer d'Azov est totale. Mais alors pourquoi cette si petite mer est-elle si chère aux yeux de Poutine? Nous avons posé la question à l'historien Martin Motte, responsable du cours de stratégie à l'école de guerre. La mer d'Azov est coincée entre la Russie et l'Ukraine. Sa superficie est de 39 000 km², c'est à peu près la taille de la Suisse. Pour comprendre pourquoi une si petite mer représente un si grand enjeu, il faut regarder la place qu'elle occupe dans un espace plus grand, si on dézoome un peu, qui est la mer Noire, et dans un espace encore plus grand, si on dézoome davantage, qui est l'Eurasie. Historiquement, le plus gros problème géopolitique de la Russie, c'est que c'est une puissance continentale complètement enclavée. À l'origine sans aucune frontière maritime, puis qui progressivement se donne une frontière maritime sur la Baltique, mais c'est une mer fermée. Il y a l'océan glacial arctique, mais avant les brises-glaces, on ne pouvait rien en faire. Et donc la poussée naturelle, si on peut dire, ça va être vers le sud et justement vers la mer Noire. Et cette stratégie de marche vers le sud pour aller dans les mers chaudes, c'est un conseiller de Pierre le Grand qui l'a formalisé le premier dans un texte de 1725 présenté comme le testament de Pierre le Grand, ce tsar russe est le modèle et héros de Vladimir Poutine. Et dans ce texte, on peut lire les lignes suivantes. Approcher le plus possible de Constantinople, c'est-à-dire aujourd'hui Istanbul, et des Indes. Celui qui y régnera sera le vrai souverain du monde. En conséquence, s'emparer peu à peu de la mer Noire, pénétrer jusqu'au golfe Persique. La mer Noire, c'est évidemment la route pour les Russes pour aller en Méditerranée et de là au golfe Persique. Rétablir par la Syrie l'ancien commerce du Levant. Alors quand vous ajoutez mer Noire et Syrie, compte tenu de l'histoire de ces 5-10 dernières années, évidemment, ça fait sens, et avancer jusqu'aux Indes. Fin 19e, deux grands géopoliticiens occidentaux viennent en quelque sorte valider la théorie prêtée à Pierre le Grand. Il s'agit d'abord d'Alfred Mahan dans son livre Le problème de l'Asie. Mahan y oppose la Russie, puissance continentale, à la Grande-Bretagne, puissance maritime. Et cette puissance maritime, à l'époque, contrôle finalement le littoral sud de l'Eurasie, puisqu'elle contrôle le détroit de Gibraltar, elle contrôle Malte, elle contrôle le canal de Suez. Du canal de Suez, par la mer Rouge, elle contrôle Aden. De là, elle se projette dans l'océan Indien, elle possède l'Inde. Et puis, ensuite, par le détroit de Malacca, elle arrive à ses comptoirs de Chine. Du coup, elle bénéficie finalement des flux commerciaux mondiaux. Et Mahan explique que le problème de la Russie, c'est de ne pas avoir accès à ces flux commerciaux, donc d'avoir un retard au développement qui est lié à cette non-ouverture sur la mer. D'où une tendance de la Russie, que Mahan justifie sur le plan géopolitique, tout en disant qu'il faut s'y opposer, a donc forcé le passage vers le sud. Et Mahan dit bien, l'endroit où il est le plus simple de forcer le passage vers le sud, c'est évidemment la mer Noire, parce que c'est là que la masse continentale russe est le plus proche des mers libres. Un an après l'exposé de Mahan, Alfred John Mackinder en remet une couche en publiant son article sur le pivot géographique de l'histoire, où il montre cette carte du monde. Une grande partie de la Russie compose ce qu'il appelle le Heartland, terre continentale, en pointillé sur la carte. Vient ensuite une autre zone, le sud de l'Eurasie, une zone qui borde les littoraux et qu'il appelle le croissant intérieur. Sur cette représentation du monde, on voit que la mer Noire se trouve pile à l'interface de ces deux ensembles. Elle permet à la Russie de s'ouvrir sur le croissant intérieur. Maintenant qu'on a vu toute l'importance stratégique, symbolique et historique que représente la mer Noire pour les Russes, intéressons-nous de plus près à la mer qui nous intéresse, la mer d'Azov. Si vous regardez à quoi elle ressemble, vous avez l'impression que c'est une mer pratiquement fermée. Il y a ce petit détroit de Kerch qui est large de 5 km qui sépare les deux rives. Donc ça fait comme une espèce de bastion facile à défendre pour qui contrôle toutes les rives intérieures, puisqu'il y a un petit détroit à fermer. Et ce bastion, il est sur le flanc oriental de la Crimée, et donc il permet de consolider la mainmise qu'on a sur la Crimée. Il est pratiquement clair maintenant que l'un des buts de guerre de Poutine est donc d'annexer les rivages de cette mer d'Azov afin de permettre la jonction territoriale entre la Russie et la Crimée et protéger cette péninsule. Un épisode de l'histoire montre tout l'intérêt de contrôler cette zone. Il se déroule pendant la guerre de Crimée, pendant les années 1850, qui opposa la Turquie, aidée de la France et de la Grande-Bretagne,
à la Russie. Alors, en 1854, les Français et les Britanniques assiègent Sébastopol, qui est le grand port de Crimée, la grande base navale russe. Et Sébastopol va tenir pendant 1 an, entre autres choses parce qu'elle n'est pas entièrement bouclée par les Franco-Britanniques, et il y a du ravitaillement qui arrive encore à rentrer dedans. Et d'où vient ce ravitaillement? Il vient de la mer d'Azov. Parce que la mer d'Azov, c'est entre autres choses, il y a le fleuve Don qui se jette dans la mer d'Azov, donc il est très facile d'amener par chaland des céréales qui viennent des grandes plaines russes, et donc de là, de les acheminer sur la côte de la Crimée, de les débarquer nuitamment et d'approvisionner Sébastopol. Mais il n'y a pas que les céréales que l'on peut acheminer dans cet espace. Sur le plan militaire, il y a un autre enjeu beaucoup plus actuel à posséder cette mer d'Azov. Pour comprendre cela, je dois d'abord vous parler de la mer Caspienne, une mer intérieure n'ayant aucun débouché sur les mers du Sud et située un peu plus à l'est. En 2015, lors de la guerre menée en Syrie par les Russes, des missiles ont été tirés sur des camps de Daesh depuis cette mer Caspienne. La mer Caspienne, qui stratégiquement ne servait pas à grand-chose, est devenue un espace d'évolution où des bâtiments russes peuvent tirer des missiles. Or, cette mer Caspienne, quel est le canal qui la relie au reste du système des canaux soviétiques? Eh bien, c'est un canal qui joint la mer Caspienne à la mer d'Azov. En mettant la main sur la mer d'Azov, la Russie est désormais libre de faire transiter ses navires de guerre d'une mer à l'autre, de la mer Noire à la mer Caspienne, via la mer d'Azov et le canal Don-Volga. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des navires? Parce que le navire, il est tout le temps en mouvement, donc le localiser pour l'ennemi, c'est difficile. Et le navire, c'est donc une batterie de missiles qui évolue en permanence, qui change de position en permanence, qui est donc difficile à frapper. Dans cet article paru en 2016 dans la revue Défense nationale, le capitaine de frégate Pierre Rialan analyse cette nouvelle stratégie navale russe. Je cite: « Reliés par le canal Don-Volga, les deux mers Caspienne et Noire offrent un espace de manœuvre équivalent à la Méditerranée orientale et au golfe arabo-persique réuni. La carte des portées des missiles Calibre montre que la Russie est sur le point d'acquérir la capacité d'opérer selon une politique de la canonnière sur un théâtre de 6000 km de long sans recourir à un accès aux mers chaudes. Cet espace recouvre une trentaine de pays comprenant la sphère d'influence actuelle, les marges historiques de l'Empire russe et les lieux de rivalité politique ou énergétique actuels. » C'est une véritable révolution géopolitique puisque ça casse en quelque sorte, ou ça relativise au moins, la distinction classique en géopolitique entre la masse continentale qui ne peut pas intervenir dans la guerre navale et le monde maritime. Là, les Russes ont finalement développé ce qu'ils appellent une puissance navale continentale et la mer d'Azov, du fait qu'elle fait le lien avec la Caspienne, s'inscrit de plein pied dans cette stratégie navale continentale.